Bonjour tout le monde. Je suis Daniel Brondel, donc le directeur régional de l'INSEE Nouvelle-Aquitaine, et je suis très heureux de vous accueillir pour cette conférence de presse consacrée au recensement de la population. Je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence de presse à distance. Puisque c'est la période, j'en profite également pour vous adresser en mon nom et au nom de la direction régionale de l'INSEE mes meilleurs voeux pour la nouvelle année. Euh, Deux temps pour cette conférence de presse, deux temps bien distincts. Le premier sera consacré à la présentation d'une étude sur la composition des familles en Nouvelle-Aquitaine, et notamment la situation des enfants mineurs dans les différents types de familles. Cette étude est un exemple d'utilisation des données issues du recensement, les données statistiques issues des exploitations complémentaires que l'on fait des différentes collectes d'informations chaque année, au-delà de la seule comptabilisation du nombre d'habitants et de l'établissement des populations de référence. Donc tout ça, cette exploitation-là conduit à des études, à des exploitations. Et donc là, vous aurez un exemple aujourd'hui d'études réalisées. Il s'agit d'une étude dite coordonnée au sein de l'INSEE, donc elle est réalisée également dans d'autres régions, dans chacune des régions, ce qui permet en plus donc les comparaisons et puis le positionnement de la Nouvelle-Aquitaine dans l'ensemble des régions. Ça, c'est le premier temps de la conférence de presse. Et puis, nous aurons un deuxième temps qui sera consacré au lancement de l'enquête annuelle de recensement 2025. Le recensement va démarrer, comme chaque année, le troisième jeudi du mois de janvier. Donc, ce jeudi, dans 2 jours, 16 janvier. Euh, Nous vous dirons lors de cette présentation tout ce qu'il faut savoir sur les objectifs et l'utilisation de cette grande opération statistique annuelle que constitue l'enquête annuelle de recensement, réalisée en collaboration avec les communes forcément qui sont concernées par cette enquête 2025. Vous saurez tout également sur son déroulement pratique et sur les nouveautés aussi à retenir cette année de cette nouvelle édition du recensement. Voilà, je précise que nous n'aborderons pas en revanche lors de ces présentations la question des populations de référence qui ont été diffusées en fin d'année, fin décembre dernier et qui ont fait déjà l'objet d'un temps de communication à ce moment-là. Si vous avez des questions à ce sujet, les évolutions de population, vous pourrez néanmoins les poser peut-être après la conférence de presse, que nous voulons vraiment concentrer sur les deux sujets que j'ai évoqués auprès de notre attaché de presse, Dominique Morizur, ou sur la boîte fonctionnelle qui figure sur l'invitation presse, Média Nouvelle-Aquitaine, INSEE.fr. D'une manière générale, pour tout besoin d'informations complémentaires suite à cette conférence de presse, ou demande d'interview d'ailleurs, mais c'était indiqué également dans l'invitation, je vous invite justement de la même manière à vous adresser à Dominique Morizur et ou utiliser l'adresse que je viens de donner, que vous retrouverez dans l'invitation. Voilà, je prends la parole du coup pour vous présenter cette étude que nous avons fait avec Olivia Sotori sur les enfants mineurs selon les configurations familiales en Nouvelle-Aquitaine. Alors, nous nous intéressons du coup à dans quel type de famille ces enfants mineurs vivent à partir du dernier millésime que nous avons disponible pour exploiter les données en 2021. Et il permet, là, cette fois-ci, de bien repérer les familles recomposées, ce que nous ne pouvions pas faire auparavant, et les enfants de parents séparés qui vivent en résidence alternée. Et ça, c'est un premier élément, mais avant d'en savoir bien plus avec l'enquête famille qui est adossée à l'enquête de recensement de 2025, comme vous le verrez tout à l'heure. Alors, ces enfants mineurs, ils sont dans des familles. Nous avons trois grands types de familles. Alors, le plus classique que nous connaissons, c'est la famille traditionnelle. Attention, malgré tout, la définition INSEE, c'est un couple qui vit avec ses enfants. Donc, ça peut être un homme, une femme avec un ou plusieurs enfants, mais aussi deux hommes et un ou plusieurs enfants, ou deux femmes et un ou plusieurs enfants.
Ensuite, pareil, nous connaissons assez régulièrement dans les études, nous l'utilisons, c'est les familles monoparentales, un parent qui vit avec ses enfants et qui ne réside pas en couple. Et enfin, notre nouveauté, donc, qui nous permet là d'apporter des éléments supplémentaires intéressants pour notre étude, c'est un couple et au moins un enfant issu d'une union antérieure. Et nous avons là 3 configurations possibles. D'abord, l'enfant qui vit avec sa mère et un beau-parent, et éventuellement des demi-frères ou demi-sœurs. Ensuite, l'enfant qui vit avec son père et un beau-parent, et éventuellement des demi-frères et demi-sœurs. Et enfin, l'enfant qui vit avec ses 2 parents et des demi-frères et demi-sœurs. Alors, ces enfants, en Nouvelle-Aquitaine, en 2021, ils sont 1 140 500 enfants. Ils vivent au sein des familles néo-aquitaines. Alors, pour mieux appréhender ces 3 types de familles pour les enfants, on va répartir 100 enfants et voir comment ça va se distinguer. Donc, nous avons d'abord les enfants en famille traditionnelle, ils sont 67, donc ils vivent avec leurs 2 parents. C'est le plus gros bloc en rouge, donc. Ensuite, en gris, nous avons les enfants en famille monoparentale, nous en avons 22, dont la grande majorité vivent avec leur mère et ensuite la partie vivra avec leur père. Et enfin, les familles recomposées, où nous avons 12 enfants, dont la moitié avec leur mère et l'autre moitié se répartit entre le père ou les 2 parents. Alors, ce graphique, au final, il nous permet de dire que un enfant sur 3 vit en famille monoparentale ou recomposée dans notre région, mais c'est aussi vrai au niveau France. Là, ici, nous avons vu tout âge confondu. Pour autant, vous allez voir que suivant les âges, les enfants ne vont pas vivre les mêmes choses. Alors, dans ce nouveau diapo, donc avant 3 ans, dans le graphique que vous voyez ici, nous avons 8 enfants sur 10 qui vivent dans une famille traditionnelle, en rouge. Et ensuite, en raison des séparations et au gré des parcours de vie des enfants et des parents, on va dire, les enfants qui vivent en famille traditionnelle vont diminuer avec l'âge. On voit cette proportion qui diminue. On passe de 8 sur 10 à moins de 3 ans à 6 sur 10, grosso modo, entre 15 et 17 ans. Ensuite, les enfants qui vont vivre avec un seul de leurs parents augmentent avec l'âge, qu'ils soient en famille monoparentale, en gris, ou en famille recomposée, en bleu. Alors, en gris, nos enfants de moins de 3 ans, ils vont être 12% à vivre en famille monoparentale, et entre 15 et 17 ans, on va monter jusqu'à 28% qui vont être en famille monoparentale. Ensuite, on va s'intéresser d'abord au bleu foncé dans les familles recomposées. Les enfants en famille recomposée, ils sont 9% à vivre en famille recomposée avant 3 ans, et on monte à 14% entre 15 et 17 ans. Dans le diapo suivant, on va s'intéresser à nos enfants qui sont en bleu ciel. Avant 6 ans, donc, on voit que ces enfants, ils vivent en famille recomposée, mais le plus souvent avec un parent, un beau-parent, avec des demi-frères et demi-sœurs. Ah oui, non, avec leurs 2 parents, pardon. Et cette part diminue avec l'âge. On voit ici. Au fur et à mesure, en fait, que les demi-frères et demi-sœurs aînés grandissent et quittent le foyer. Et alors, cette famille qui était recomposée jusqu'alors devient traditionnelle. Et l'enfant sera l'enfant du couple, en fait, celui qui reste, ou ceux qui restent. Ensuite, ces enfants vont vivre dans une fratrie, plus ou moins grande. On a une spécificité en Nouvelle-Aquitaine, c'est quel que soit le type de famille, les enfants vivent moins souvent en famille nombreuse en Nouvelle-Aquitaine qu'en France. On a 28%, contre 35% en France hors Mayotte. Pour autant, la taille de la fratrie varie quand même selon le type de famille, puisque on se rend compte que les enfants mineurs qui grandissent en famille recomposée sont 51% à être dans une famille nombreuse. Et à l'inverse, les enfants qui vivent en famille monoparentale, on a 34% qui sont enfants uniques. Alors on le voit sur les graphiques, vous aurez compris, en bleu un enfant, en vert 2 enfants.
Et en jaune, les familles nombreuses, c'est 3 enfants ou plus. Donc nous recomposer avec la plus forte proportion pour la famille nombreuse. Ensuite, pour les familles monoparentales, on a effectivement notre enfant unique qui est plus présent que pour les autres types de familles, 34%. Et enfin, en famille traditionnelle, on a une situation qui est un peu intermédiaire. Et c'est en gros les enfants qui vivent dans une fratrie de 2 enfants, qui est le plus courant, ils sont 52%, plus de la majorité. Ensuite, l'autre élément qui était intéressant, l'autre nouveauté, c'était les enfants qui sont en garde alternée. Alors d'abord, on va poser les choses. En Nouvelle-Aquitaine, nous avons 3 enfants mineurs sur 10 qui vivent avec un seul de leurs parents, que ce soit en famille monoparentale ou en famille recomposée. Et parmi ces enfants-là, on en a 16% qui vivent en résidence alternée, soit 53 400. Alors, la résidence alternée, c'est ceux qui habitent aussi souvent chez l'un des parents que l'autre parent. On a une particularité en Nouvelle-Aquitaine puisqu'on est la quatrième région la plus concernée par la résidence alternée. Alors, on se rend compte que la résidence alternée, elle est moins fréquente chez les jeunes enfants et qu'ensuite, elle augmente avec l'âge pour atteindre un plateau entre 6 et 13 ans. Sur le graphique, on voit bien ce plateau entre 6 et 13 ans avant de diminuer progressivement. Enfin, nous allons finir sur un peu en regardant un petit peu à l'intérieur de la région ce qui se passe au niveau des départements. Et notamment, malgré tout, hein, il n'y a pas d'énormes écarts entre les départements, mais il y a quand même quelques petites particularités. C'est ce qu'on a voulu un peu mettre en avant, avec un indicateur qui s'appelle de surreprésentation par département. C'est-à-dire que pour chaque département, on va regarder l'écart entre la part d'enfants dans un type de famille avec la part du même type de famille dans la région. Et pour chaque type de famille, on va regarder cet écart et le plus important, il sera considéré représenté sur cette carte. Donc pour les Deux-Sèvres, par exemple, si on regarde les familles traditionnelles en rouge, pour les Deux-Sèvres, ici, on a l'écart le plus important qui se retrouve sur les familles traditionnelles et c'est 3 points d'écart. On a 70% d'enfants qui vivent en famille traditionnelle et c'est 67% dans la région. On a également les départements de la façade atlantique et en particulier en suivant les Pyrénées-Atlantiques avec un écart un petit peu moins important que les Deux-Sèvres. Ensuite, en gris, nous avons donc les départements avec une petite surreprésentation donc, de familles monoparentales. Et c'est un peu plus au cœur de la région, en particulier en Charente, mais c'est également le cas en Lot-et-Garonne ou en Haute-Vienne. Et enfin, nous finissons sur les familles recomposées, enfin les enfants en famille recomposée, où la surreprésentation, elle est particulièrement plus marquée en Dordogne, enfin particulièrement un peu plus marquée, puisqu'elle est en 4e position des départements de France, derrière la Guyane, l'Ain et la Meuse. Euh, voilà donc pour cette présentation pour les départements. Dans une prochaine publication qui sera diffusée en février, nous essaierons de regarder un peu plus finement dans les territoires et nous allons aussi et surtout aborder les conditions de vie de ces enfants mineurs dans ces différents types de familles. Voilà, j'ai terminé. On peut passer aux questions si vous le souhaitez. Bonjour aussi à tous. Donc moi je suis Céline Carton pour le recensement à Limoges, pour l'ex-Limousin, et on va parler à 3 voix pour cette présentation. Donc on a choisi un titre, hein, le questionnaire du recensement s'adapte aux nouveaux besoins, pour illustrer en fait la réalité que l'enquête de recensement a toujours évolué pour répondre aux attentes exprimées par les utilisateurs et les producteurs de statistiques et par la société civile. Donc, ce n'est pas si fréquent qu'il s'adapte. Mais par exemple, pour 2025, le passage à une nouvelle nomenclature des professions et des catégories socio-professionnelles a permis en fait de supprimer certaines questions relatives à l'emploi et va offrir ainsi l'opportunité d'apporter de nouvelles questions qui vous seront présentées tout à l'heure. La question d'après, ça passe pas.
Bien, j'arrive pas à avancer. Mhm. Ah, pardon. Bon, des choses que vous avez probablement déjà en tête, mais qu'il est intéressant de rappeler, hein, c'est à quoi sert le recensement de la population. Donc, il a deux objectifs principaux. Il va être d'établir les nouvelles populations officielles, hein, ce qu'on appelle les populations de référence, qui sont diffusées chaque année à toutes les communes de France, qu'elles soient recensées ou non sur une année donnée. Ces chiffres de population sont utilisés dans de nombreux textes réglementaires, législatifs. Plus de 350 textes utilisent ces données pour faire appliquer de la réglementation. Et le deuxième objectif va être d'actualiser les informations sociodémographiques sur la population d'une part, mais aussi sur les logements, donc de les caractériser à tous les niveaux territoriaux. Un autre grand principe qui perdure depuis la loi de proximité de 2002 va être d'avoir défini que le recensement de la population est sous la responsabilité de l'État. Et cette loi a réparti les rôles entre l'INSEE et les communes. Donc l'INSEE, d'une part, organise et contrôle les collectes, donc organise en définissant les concepts, hein, en définissant les protocoles, en formant tous les acteurs communaux, en fournissant les imprimés, etc. Et d'autre part, l'INSEE contrôle ces opérations, donc de précollecte déjà, c'est avec la mise à jour des adresses, avec les découpages des territoires, et contrôle également la collecte, hein, vérification des questionnaires, papier, des réponses Internet. Et après la collecte, on est amené à faire des contrôles aussi sur le terrain. Du côté des communes, ben, elles ont la charge de préparer et de réaliser la collecte. Donc, elles recrutent les agents recenseurs, elles mettent à jour leurs adresses d'habitation, elles suivent leur travail, elles saisissent les résultats. Donc, je le disais, toutes les communes ne sont pas recensées sur l'ensemble du territoire tous les ans. Donc, pour savoir quand est-ce qu'on est recensé, en fonction de la taille de la commune dans laquelle on réside, on sera recensé une fois tous les 5 ans. Donc, dans les communes de moins de 10 000 habitants, il y a un recensement exhaustif qui est fait sur l'ensemble de leur territoire tous les 5 ans. Donc, actuellement, on est sur un cycle de 6 ans en raison de l'absence de collecte pendant le Covid en 2021. Et pour les communes qui ont plus de 10 000 habitants, il y a un échantillon tous les ans d'adresses. 8% des logements sont échantillonnés et on recense les personnes qui vivent dans ces logements-là. Donc, Daniel l'a rappelé, le recensement démarre toujours le troisième jeudi de janvier. Donc, il va démarrer après-demain à minuit. La collecte dure 4 semaines pour les communes de moins de 10 000 habitants, donc elle s'achèvera le 15 février. En revanche, les communes qui ont plus de 10 000 habitants ont une semaine de plus. Leur collecte se terminera le samedi 22 février. Je laisse la parole à ma collègue Anise du Poitou pour la suite de la présentation. Merci. Donc, le recensement, c'est une enquête de grande ampleur. Donc, quelques chiffres France entière. Donc, le recensement, ce sont 5 millions de logements recensés avec 9 millions de personnes. Cela mobilise 24 000 agents recenseurs dans 8 000 communes. Et le recensement, c'est une enquête qui suscite l'adhésion des ménages avec un taux de réponse qui est de 96%. Et cette réponse, elle se fait principalement par Internet, avec un taux de réponse par Internet qui progresse chaque année et qui a atteint 68,5% en 2024. Donc là, c'était quelques chiffres France entière. En fin de présentation, nous vous donnerons quelques chiffres au niveau régional. Donc là, nous avons fini de vous présenter les grands principes du recensement. Nous allons maintenant voir concrètement comment se passe le recensement. Donc le recensement, c'est une collecte de tous les habitants. Donc ce sont les habitants en logement ordinaire, donc collectés par les agents recenseurs, mais ce sont également les habitants des communautés. Alors les communautés, pour vous donner quelques exemples, ce sont les maisons de retraite, les résidences universitaires, les prisons, etc. Ce sont également les personnes
qui résident en habitation mobile, les personnes sans abri, ainsi que les bateliers pour les communes concernées. Donc le recensement, c'est vraiment une collecte de tous les habitants. Donc concrètement, comment le recensement se passe? Donc là, on va se concentrer sur les logements ordinaires. Donc pour les habitants de maisons individuelles, l'agent recenseur va déposer dans la boîte aux lettres de ces habitations une notice avec un code d'accès au questionnaire sur Internet et les habitants pourront se connecter au site Le Recensement et moi pour répondre au recensement de la population. Et ce, comme nous l'avons déjà dit, à partir du jeudi 16 janvier. Pour les autres logements, il n'y aura pas de dépôt dans la boîte aux lettres, donc notamment pour les logements collectifs, donc les immeubles. Pour ces logements, c'est l'agent recenseur qui, muni de sa carte officielle pour pouvoir l'identifier, va se présenter au domicile des personnes recensées et va leur remettre en main propre cette notice Internet avec un code d'accès qui permettra aux ménages de se recenser sur Internet. Donc jusqu'à présent, j'ai surtout parlé de la réponse par Internet. Cette vue qui présente les documents papier montre que la réponse par papier est toujours possible pour les habitants qui ne pourraient pas se faire recenser sur Internet. Pour parler rapidement des informations collectées, il y a des informations relatives au logement sur la feuille de logement. Donc les informations relatives au logement, c'est par exemple des caractéristiques du logement ou le nombre d'occupants du logement. Et nous avons également un questionnaire, donc un bulletin individuel, avec des questions relatives aux individus. Donc pour donner quelques exemples, la nationalité, la situation matrimoniale, est-ce que les personnes ont déménagé au cours de l'année, la situation scolaire, professionnelle, etc. Enfin, une particularité pour 2025, c'est l'enquête famille. Alors, l'enquête famille, c'est une enquête qui est réalisée environ tous les 10 ans et c'est une enquête qui est adossée au recensement. Donc, c'est une enquête qui permet de réactualiser les informations sur les situations familiales avec des questions beaucoup plus détaillées que celles contenues dans le recensement, questions sur les unions, la filiation, les liens intergénérationnels, etc. Autant de questions intéressantes pour détailler les situations familiales. Et donc, par rapport au mode de collecte, c'est vraiment une collecte qui s'appuie sur la collecte du recensement. La collecte de l'enquête famille démarre le 16 janvier comme la collecte du recensement et s'appuie exactement sur les mêmes acteurs. Et pour les habitants, le mode de réponse, ce sera le même que celui choisi pour le recensement. Si les habitants répondent au recensement sur Internet, ils vont être invités à répondre à l'enquête famille sur Internet. Si les habitants remplissent un document papier pour le recensement, ils rempliront un document papier pour l'enquête famille. Et c'est une enquête qui ne concerne qu'un échantillon de communes. Donc nous avons 132 communes qui sont concernées en Nouvelle-Aquitaine par cette enquête complémentaire. Je vais à présent passer la parole à Cédric Lacour qui va vous présenter le contenu du questionnaire plus en détail. Merci Anne-Lise, bonjour à tous. Donc, quant à moi, du coup, je vais vous présenter davantage le questionnaire qui évolue en 2025. Alors, le moyen à privilégier pour répondre à l'enquête de recensement, c'est le recensement-et-moi.fr, donc le site qui permet d'accéder directement au questionnaire en ligne. Et depuis l'année dernière, l'accessibilité est garantie sur tous les supports. Donc, c'était l'évolution phare de 2024, c'est-à-dire que les ménages, les personnes pouvaient répondre facilement sur smartphone, sur tablette, avec une ergonomie assurée. Donc voilà, les ménages peuvent répondre facilement en se connectant sur le recensement-et-moi.fr. On peut passer à la diapo suivante.
Donc on voit une vue un peu de l'enquête sur Internet. Et donc, comment ça va se passer dès lors que les ménages vont se connecter? Ils vont renseigner leurs identifiants, identifiant mot de passe, l'identifiant du logement. Et ensuite, la réponse au questionnaire va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, la personne qui se connecte va répondre à quelques questions relatives au logement. Ensuite, la personne va décrire le ménage avec la liste des habitants du logement. Et ensuite, l'ensemble des personnes qui habitent ce logement de manière permanente vont avoir un questionnaire individuel à renseigner. Donc chacun à leur tour vont pouvoir remplir le questionnaire. Donc le questionnaire est accessible, hein. On voit sur cette vue-là à la fois une vue sur ordinateur sur la gauche, hein, avec la question relative au type de logement. Et sur la droite, la même question, la manière dont elle s'affiche sur un smartphone. Donc ça facilite largement les choses et ça a aussi permis de récupérer beaucoup plus de réponses Internet. En 2024, on a gagné plusieurs points en termes de réponses Internet. Et comme vous le disiez, Annelise, on est à 68,5% de ménages qui répondent par Internet et on est à près de 75% des bulletins individuels qui sont désormais remplis sur Internet. Donc ça fonctionne plutôt bien. Alors, un des grands sujets de 2025, c'est l'évolution du bulletin individuel. Donc, cette évolution du questionnaire, c'est le fruit d'un processus concerté, évidemment, concerté, puisque les grands interlocuteurs de l'INSEE ont engagé les discussions et mis sur la table les sujets qui seraient bons d'avoir dans le questionnaire. Donc, les grands interlocuteurs, c'est le Conseil national de l'information statistique, Eurostat, les Nations Unies. Et donc, l'INSEE a investigué sur ces sujets, a proposé des questions, et ensuite, il y a eu un processus de concertation, et ces questions ont été validées par la CNIL, par le Conseil d'État. Et donc, on a 3 nouvelles questions dans le bulletin individuel en 2025, ce qui est un petit événement, puisque le bulletin n'évolue pas autant et si fréquemment. Donc, on va pouvoir détailler ces 3 questions dans les vues suivantes. Donc, la première de ces nouvelles questions, elle est relative au télétravail. Donc, vous voyez sur la gauche la manière dont la question est formulée. Actuellement, à quelle fréquence télétravaillez-vous? Jamais, quelques jours par mois, 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, 3 jours par semaine ou plus. L'objectif de cette question, c'est d'étudier le recours au télétravail selon les territoires, les métiers, les activités, et puis adapter l'offre de transport et les infrastructures. Le recensement de la population, c'est une source essentielle, notamment pour travailler sur la question des déplacements domicile-travail. Et donc, cette question-là va permettre d'affiner un petit peu ces analyses en voyant les déplacements réellement effectués selon la pratique du télétravail ou pas. La deuxième question qui a été ajoutée au bulletin individuel, c'est la question relative à l'origine des parents. Vous voyez cette fois sur la droite la manière dont la question est formulée. Où sont nés vos parents? En France, à l'étranger, je ne sais pas ou je ne souhaite pas répondre. Donc, de manière très explicite, les personnes peuvent ne pas répondre à cette question. L'objectif de cette question, c'est connaître la diversité des origines, y compris au niveau des territoires, étudier la variété des situations selon l'origine des personnes, et puis étudier les mobilités géographiques, mais de manière intergénérationnelle, donc en voyant l'origine des parents et où se situent les enfants, etc. Voilà. Et puis la troisième question qui a été ajoutée au bulletin individuel est relative aux situations de handicap. Donc la question est formulée telle quelle. Êtes-vous limité depuis au moins 6 mois à cause d'un problème de santé dans les activités que les gens font habituellement? Donc oui, fortement limité. Oui, limité, mais pas fortement. Non, pas limité du tout. Je ne souhaite pas répondre. Donc c'est une formulation européenne de la question, hein. C'est pour rentrer dans des standards un peu et permettre des comparaisons supranationales aussi. L'objectif de cette question, c'est mesurer les situations de handicap dans tous les territoires, connaître les caractéristiques de ces populations et adapter les politiques publiques à ces situations-là. Et je repasse la parole à Céline pour conclure cette présentation. Merci Cédric.
Donc pour terminer cette présentation, on va vous livrer quelques données sur les chiffrées en fait sur les communes qui vont être recensées en 2025 en Nouvelle-Aquitaine. Donc sur les trois établissements, hein, nous sommes trois équipes recensement. Donc un situé à Bordeaux, un à Limoges et un à Poitiers. En 2025, on va recenser 895 communes au total. 46 superviseurs de l'INSEE sont mobilisés pour encadrer les communes concernées. Environ 2800 agents recenseurs vont aller à la rencontre des citoyens pour se faire recenser. Et en parallèle, l'INSEE va recenser dans les communautés 550 structures cette année. Pour l'établissement de Bordeaux, voilà la répartition des communes qui vont être recensées. Donc, il y en a 483 en tout. Donc, avec la répartition par département. Donc, je vous laisse découvrir. Enfin, Dordogne, 99. 124 en Gironde, 65 dans les Landes, 69 en Lot-et-Garonne et 126 en Midi-Pyrénées. Donc, voilà pour l'établissement de Bordeaux, ex-région Aquitaine. Pour Limoges, il y a 148 communes concernées en 2025, donc avec pareil une répartition par département, 61 en Corrèze, 46 en Creuse, 41 communes en Haute-Vienne. Et enfin, dans l'ex-région Poitou-Charentes, il y a 264 communes recensées en 2025, avec 74 en Charente, 86 en Charente-Maritime, 49 dans les Deux-Sèvres et 55 dans la Vienne, pour un total d'environ, pour toute la région, 500, presque 580 000 logements.